Bonjour à tous. La dernière séance, je l'ai consacrée à l'étude de la série de Bertrand. Aujourd'hui, je continue le cours sur les séries numériques en abordant ce paragraphe sur le critère de D'Alembert. Alors, on se donne deux séries plutôt, de termes généraux UN et VN respectivement, à termes positifs. Et j'entends par là termes positifs, c'est-à-dire les termes sont positifs à partir d'un certain rang. Alors, si on a une inégalité, alors je peux même dire qu'elles sont à terme strictement positif parce que les inégalités engagent des divisions, et donc il faut que les termes soient strictement positifs à partir d'un certain rang. Si cette inégalité est vérifiée, alors sigma de Vn converge implique sigma de Un converge. Sigma de Un diverge implique sigma de Vn diverge. La conclusion, c'est la même lorsqu'on avait la comparaison Un inférieur à Vn. Donc, évidemment, si vous apprenez la conclusion correspondant pour Un inférieur à KVN, c'est la même conclusion pour cette inégalité. Alors ça, c'est le début du critère de D'Alembert avec lequel nous allons obtenir le critère le plus simple sur lorsque la limite de Un plus 1 sur Un existe en fonction de cette limite, c'est-à-dire si elle est supérieure à 1 ou inférieure à 1, on va dire si elle converge ou elle diverge. Donc, pour l'instant, nous avons ce théorème. Alors, pour le démontrer, on peut supposer que c'est vrai pour 1 supérieur ou égal à 1 sans perdre de généralité. On écrit ces inégalités pour n égale 1 jusqu'à n et jusqu'à n-1 et on obtient ceci. En multipliant terme à terme et en simplifiant, on obtient cette inégalité avec k égale U1 plus Vn. Et ceci nous rappelle un résultat que nous avons vu parce que, par exemple, pour petit a, nous supposons que sigma de Vn converge, donc sigma de KVn converge. Et puisque ce terme est plus grand que Un, donc sigma de Un converge. Et donc, nous avons la conclusion, sigma de Un converge. Par contre, si sigma de Un diverge, alors cette quantité, la série correspondant à ce terme diverge, vous divisez par k, ça reste toujours une série divergente, et donc le résultat est obtenu. Bon, alors comme corollaire de ce théorème, voilà quelque chose qui nous approche du résultat final, le critère de D'Alembert. Alors, si on suppose cette propriété est vraie pour n assez grand, avec un cas comme ça, qui majore tous les quotients Un plus 1 sur Un, pour une valeur donnée de n, évidemment, et que k est inférieur à 1, alors la série est convergente. Par contre, si Un plus 1 sur Un est supérieur ou égal à 1, pour n assez grand, la série est divergente. Alors, ça, c'est une application du théorème précédent en remarquant que k, c'est Kn plus 1 sur Kn. Et donc, puisque k est inférieur strictement à 1 et qu'il est positif, alors cette série, la série sigma de Kn converge, nous l'avons dit, nous l'avons étudié, c'est une série géométrique, parce que k est positif strictement et inférieur à 1. Donc, la convergence de ceci entraîne, en appliquant le théorème précédent, que sigma de N converge. Par contre, dans le deuxième cas, si on a ceci, on peut dire que N plus 1 est supérieur à 1, supérieur à N-1, etc., etc. Et donc, la série ne sera pas, le terme général ne tombe pas vers 0. Et par conséquent, la série diverge. Cette relation implique que Un est croissante, et si elle est à terme strictement positif, à partir d'un certain rang, évidemment, elle ne tombe pas vers 0, et donc il y a divergence. Bon, alors, maintenant, passons. Voilà, nous avons dit donc, dans le deuxième cas, si
on a cette propriété, là la suite ne tombe pas vers 0, donc il y a divergence. Comme vous savez, tendre vers 0 pour le terme général est une condition nécessaire pour avoir la convergence. Alors maintenant, le critère de D'Alembert dans une forme plus avancée, mais en utilisant les limites sup et les limites inf. Ce n'est pas toujours pratique pour les étudiants, ce genre de limites sup et limites inf. La pratique, c'est ce que nous allons obtenir comme résultat avec les limites tout court, lorsque le quotient un plus 1 sur un admet une limite. Alors, voilà ce que nous avons maintenant. Si la limite sup de un plus 1 sur un est inférieure à 1, la série converge. Inférieure à 1 strictement. Si la limite inf est supérieure à 1, strictement, la série sigma du n diverge. Et si on a cette éventualité, le dernier cas ici, on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure une égalité ou l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir la convergence ou la divergence suivant les cas. Nous allons voir dans un exemple tout à l'heure. Alors, d'où vient ceci? C'est une application directe du résultat précédent. Il suffit que je trouve un cas compris entre donc un plus 1 sur n est inférieur à. Donc, je suppose que je suis dans le premier cas. Le premier cas, alors, le premier cas, c'est la limite sup, L, est inférieure strictement à 1. Là, je vous rappelle la caractérisation que nous avons vue. Si cette limite sup est inférieure strictement à 1, je peux intercaler entre L et strictement un nombre du type L plus epsilon. On en a parlé beaucoup, donc on peut intercaler entre L et 1 un nombre parce que la limite sup est inférieure à 1 strictement. Ce nombre, c'est L plus un petit quelque chose, L plus epsilon. Et donc, d'après la caractérisation de la limite sup, ceci est vrai à partir d'un certain rang. Hein? Ceci est vrai à partir d'un certain rang. N'est-ce pas? Alors maintenant, on étudie la limite sup de un plus 1 sur un, pas celle de un. Donc, si je lui applique la même caractérisation, sa limite sup, puisqu'elle est inférieure à 1, je peux donc avoir à partir d'un certain rang un plus 1 sur un inférieur à un nombre k, le voici, inférieur strictement à 1. Comme je vous dis, je peux intercaler entre L et 1 un nombre de ce type. Eh bien, si je peux intercaler, il suffit donc de revenir à mon texte. Je peux intercaler et utiliser cette propriété-là. Donc j'ai trouvé le cas, c'est L, la limite sup, plus un epsilon. J'applique le résultat précédent. Même chose pour, la limite inf. La limite inf également, je peux faire un raisonnement analogue. Alors, dans le cas où il y a égalité, je vais vous donner deux exemples. Regardez ça. Si vous mettez un plus 1 pour ce un, vous mettez un plus 1 sur un, vous allez trouver la limite égale 1, la limite 1. Et donc, la limite sup égale 1. Pourtant, elle diverge. Ici, la limite de un plus 1 sur un existe, elle vaut 1, et donc elle vaut la limite sup. Elle vaut aussi la limite inf. Elle est égale à 1, mais on n'a pas la convergence. Dans ce cas-là, on a la convergence de la série. Et encore, on a la limite sup égale à la limite inf de un plus 1, disons ça c'est Vn, c'est pas la même suite. Bon, Vn plus 1 sur Vn tend vers 1. Donc, et la limite sup et la limite inf sont toutes les deux égales à 1. Et dans ce cas-là. Mais elles convergent. Et donc, par conséquent, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. Le critère de D'Alembert ne sert à rien du tout. Et vous savez comment on a conclu pour la convergence ou la divergence de ces deux suites? Par le critère de comparaison avec une série de Riemann. Alors, le critère de D'Alembert est très pratique lorsque voilà le résultat final. On peut dire que ça, c'est le critère de D'Alembert. Mais dans la pratique, c'est ça ce qu'on utilise. Lorsque la limite sup de un plus 1 sur
UN existe et vaut L, alors il y a 3 cas. Ou bien ce L est strictement supérieur à 1 et on a la convergence. Ou bien il est strictement... alors je répète, si L est inférieure strictement à 1, il y a convergence. Si elle est strictement supérieure à 1, il y a divergence. Et si L égale 1, on ne peut pas conclure par cette méthode. Alors il y a un résultat très connu. Hein, donc, si la limite sup de UN plus 1 sur N est égale à L, quelle que soit la suite, à terme positif. Si sa limite sup de UN plus 1 sur N égale à L, alors la limite de la racine nième de UN égale L. Et nous avons vu dans le critère de Cauchy que si la racine nième de UN est égale à 1, on ne peut pas conclure. Donc vous voyez que lorsque le critère de D'Alembert ne donne rien pour la limite, avec ce critère qu'on vient de voir, Cauchy aussi ne donne pas un résultat, parce que la limite sup sera également égale à 1. Alors cette dernière propriété montre que la règle de Cauchy est plus générale. En particulier, si je répète ce que j'ai dit, si la limite sup de n plus 1 est égale à 1, on ne peut pas conclure par le critère de D'Alembert, mais par la règle de Cauchy non plus, puisque automatiquement ou également, la racine nième de n égale 1 aussi. Pour cela qu'on dit que le critère de Cauchy est beaucoup plus général que le critère de D'Alembert. Mais le critère de Cauchy sert dans certaines situations et le critère de D'Alembert dans d'autres situations. Par exemple, lorsque vous avez des puissances ou des factoriels, alors le critère de D'Alembert est très pratique parce que les simplifications, lorsque vous mettez UN plus 1 sur UN, sautent aux yeux et réduisent ce quotient à quelque chose de très simple. Et regardez par exemple cette série. Le terme général UN plus 1, je prends les valeurs absolues parce que je cherche la convergence absolue. Donc, la valeur absolue est égale à ceci tend vers 0, qui est inférieur strictement à 1. Donc, la série converge absolument et donc elle converge tout court. Voilà, vous voyez, c'est très pratique. Pour celle-ci également, même s'il y a des puissances, on aurait tendance à vouloir utiliser la racine nième, mais la racine nième de n factoriel, c'est pas très pratique. Donc, on prend également, ça c'est une série à terme positif, hein, également. Donc là, on a utilisé la valeur absolue parce que on ne sait pas s'il est positif ou négatif. Alors ici, tout est positif, je prends un plus 1 sur n, voilà ce que ça donne. Je transforme en divisant par n chaque terme là-dedans, et puis je trouve ceci qui tend vers 1. Il suffit de prendre le logarithme de cette série, vous allez voir. Pardon, ceci tend vers E. Le logarithme de ceci tend vers 1, et donc ça tend vers l'exponentielle de 1 égale le nombre népérien E, qui est strictement supérieur à 1, comme vous savez, il vaut 2,7, etc. Donc cette série, elle est divergente. Alors maintenant, j'aborde le paragraphe. Nous avons fini avec les séries à terme positif et nous avons donné les critères qui s'imposent. Alors, je vais lire quelque chose ici. Lorsqu'on a une série à terme réel ou complexe dont on veut étudier la convergence, première chose, est-ce que UN tend vers 0? Si UN ne tend pas vers 0, ce n'est pas la peine de continuer, elle diverge. Si, oui, on essaie de savoir avec les méthodes et les critères que nous avons vus pour les séries à terme positif en étudiant cette série des valeurs absolues. Des fois, souvent, la série des valeurs absolues converge, les critères, on en a beaucoup pour les séries à terme positif, et on conclut qu'il y a convergence absolue et par conséquent, convergence tout court. Alors, sinon, il nous faut des méthodes particulières que nous allons examiner dans ce qui suit et quelques-unes que nous n'allons pas donner parce qu'on va les voir dans les exercices comme le développement limité, etc. Et les développements limités engagent beaucoup de critères comme après avoir développé le terme après avoir fait un développement limité, on peut utiliser des critères des séries à terme positif. Alors parmi les critères des séries à terme quelconque, le critère d'Abel qui nous donne après le critère des séries alternées. Alors voici le critère d'Abel.
il se peut qu'un terme général se présente comme le produit de deux suites, AN, BN. Hein? Par exemple, étudier la suite sigma de moins 1 à la puissance n sur n. AN égale moins 1 à la puissance n et BN égale 1 sur n. Voilà, un cas par exemple. Alors, que dit le critère d'Abel quand on a une situation pareille? Alors, si deux conditions sont réalisées, alors déjà, AN, elle est à terme positif. AN est une série à terme réel. Je ne dis pas positif pour l'instant, à terme réel. Et BN, c'est une série à terme quelconque, réel ou complexe, mais dont les sommes partielles sont majorées. La somme partielle en valeur absolue ou en module est majorée par un nombre m, quel que soit n. Et AN est décroissante. Et AN tend vers 0. Donc, je peux dire que AN est positif, puisqu'elle est décroissante et tend vers 0. Comme la convergence d'une série n est indépendante des premiers termes, vous pouvez, par exemple, même se contenter à n tend vers 0, et elle est décroissante à partir d'un certain rang. Mais je préfère donner les hypothèses comme ça parce que il va découler de ces hypothèses une majoration du reste d'ordre n. Dans le cas du critère d'Abel et aussi dans le cas du critère des séries alternées qui, comme vous savez, est un cas particulier de cette écriture, hein, comme j'ai donné d'ailleurs l'exemple moins à la puissance n sur n qui est une série alternée. Voilà les conditions, les hypothèses, et la conclusion c'est quoi? Alors la série sigma de AN, BN est convergente. Si on a ces hypothèses. Je rappelle, UN est de la forme AN, BN. AN décroît vers 0. Les sommes partielles de BN les SN correspondent aux sommes partielles, sont majorées. En valeur absolue ou en module, ça dépend si elles sont complexes ou réelles. Alors, on peut utiliser le critère, on va utiliser le critère de Cauchy, pas le critère dans le sens qui donne la convergence. C'est-à-dire, nous avons vu que si une série vérifie le critère de Cauchy, alors elle converge. Je vais rappeler le critère de Cauchy. Voici le critère de Cauchy que nous avons. Si la série sigma de n est convergente, si et seulement si, on a ceci. C'est-à-dire le critère de Cauchy de la convergence de la suite Sn des sommes partielles. Ne pas confondre avec le critère de convergence des séries à termes positifs qui engagent la racine n de n, etc., etc. Ne pas confondre. D'ailleurs, vous pourrez dire pour l'autre la règle de Cauchy et ici le critère de Cauchy. Il y a cette confusion qu'on doit éviter. Alors ça, c'est une règle générale. Pour n'importe quelle série, qu'elle soit à terme positif ou négatif, si elle vérifie cette propriété-là, Cauchy, pour les séries, ou pour sa somme partielle, elle est convergente. Parce que ceci veut dire que la suite des sommes partielles Sn est une suite de Cauchy. Et par conséquent, elle converge. Et nous, comment on a défini la convergence d'une série? Nous avons dit qu'une série est convergente si la suite de ses sommes partielles, la suite des sommes partielles, converge. Ben, si elle vérifie le critère de Cauchy, elle est convergente. Alors, je vais revenir au critère d'Abel. Donc, le critère d'Abel, pour les séries à terme quelconque, voilà donc les hypothèses, la conclusion, la convergence. Alors, comment on fait pour le démontrer? On utilise le critère de Cauchy, que j'ai ouvert une parenthèse pour le rappeler, soit Sn. Alors maintenant, Sn, c'est la somme des sommes partielles de Bn. Et qu'est-ce qu'on a supposé dans l'hypothèse que la valeur absolue de Sn est majorée par n, quel que soit n. Je prends maintenant P et Q dans n, tel que Q est supérieur à P. Et je considère cette transformation APQ, ou cette somme, si vous voulez, ça c'est la somme des termes de notre suite
ANBN de P jusqu'à Q. Le critère de Cauchy me dit que si j'arrive à montrer que ceci est inférieur à epsilon pour P et Q assez grand, elle vérifie le critère de Cauchy et donc il y a convergence. Alors je la transforme par cette transformation dite d'Abel, comme ça, en utilisant cette notation, voilà ce que ça donne. Et maintenant j'utilise le fait que AP moins AP moins... alors d'abord, je majore. Chaque SP ou chaque SK est majoré par M, en valeur absolue, ou en module si vous voulez. Et puis il va rester ceci, qui sont positifs, parce que la suite est, si vous voulez, la valeur absolue de ça. Si je majore chaque terme, la valeur absolue de APQ est inférieure à la somme des valeurs absolues de ces termes-là. Chaque terme, alors la valeur absolue par exemple de AP moins AP plus 1, c'est lui-même parce que la suite est décroissante. Et ça, majoré par M. Je factorise le M et je fais le compte ici, il y a des éliminations et je trouve 2M AP. Puisque AP tend vers 0, ceci peut être rendu inférieur à epsilon pour P assez grand. Et donc, c'est vrai quel que soit Q. Cette majoration est vraie quel que soit Q. Hein? Puisque AP tend vers 0, j'écris ce que ça veut dire tend vers 0 en prenant epsilon sur 2M. Et le résultat, c'est que la somme tend vers, est inférieure à epsilon pour P et Q assez grand. Le critère de Cauchy est vérifié et la série sigma ANBN est convergente. Alors, la condition 2, alors, la condition 2 dans l'hypothèse, c'est la suite AN est décroissante. Alors, on nous a appris qu'on peut la simplifier par cette condition beaucoup plus simple. Je me rappelle, dans toute ma vie, je n'ai jamais utilisé ça, parce qu'en la pratique, ça ne se présente pas souvent. Hein, ça peut se présenter. Bon. La condition 1 est vérifiée si la série sigma de Bn est convergente. Évidemment, si la série Bn est convergente, la série des termes positifs et la somme partielle correspondant à Bn est convergente et donc elle est bornée. Et la majoration de APQ, alors ça c'est intéressant. Nous avons majoré APQ par quoi? Nous l'avons majoré par ça. Hein? Alors, qu'est-ce que nous dit cette remarque? La majoration alors, de ce terme par 2AP, de MAP, nous donne que la somme partielle correspondant à la série est inférieure à 2M, la somme partielle, pardon, le reste d'ordre 1. C'est-à-dire, il commence par N et il finit. Alors, le reste, le reste d'ordre N, c'est quoi le reste d'ordre N? Alors, la définition. Le reste d'ordre N, c'est la somme des termes à partir de N plus 1 jusqu'à l'infini. Donc, Q n'intervient pas dans la majoration, puisque c'est vrai. Disons, P maintenant égale à N plus 1. Et Q quelconque. Nous aurons ici 2M à N plus 1. Lorsque vous faites tendre Q quelconque, donc lorsque vous faites tendre Q vers plus l'infini, puisque maintenant on sait qu'il y a convergence, donc le reste d'ordre 1, hein, qui est la somme de AK, BK, de N plus 1 jusqu'à l'infini, va être inférieur à 2M fois le premier terme de la somme, qui est à N plus 1. Et nous avons une majoration dans le reste qui, parfois, elle est très utile, comme nous allons le voir plus tard, probablement dans les séries de Fourier. Et d'ailleurs, voici à quoi sert le critère d'Abel. Il sert à étudier ces séries de ce type-là, qui sont des séries de Fourier,
hein, les séries de type sinus n sur racine de n, où n θ est un nombre, ou bien plus généralement an ein θ. Il y a aussi les séries, la partie réelle cosinus n θ, cosinus n θ que multiplie an. Ici an c'est 1 sur racine de n. Alors ces séries sont convergentes sous certaines hypothèses. Évidemment, si vous prenez par exemple θ et ici, vous prenez θ égale 2π, ben vous avez ici 1 de nπ fois θ égale 2π, donc 2 égale à 1. Alors sigma de n converge, ça dépend de la nature de n. La croissance n'est pas suffisante pour avoir la convergence. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse maintenant pour étudier cette série en utilisant le critère d'Abel. Et ça, c'est un cas particulier parce que ce sera la partie réelle de ça. Si cette série converge, sa partie réelle et sa partie imaginaire convergent également. La parenthèse maintenant. Alors, je considère les sommes partielles, donc Bn est égal EIN θ. Ici, nous avons cette série du type AN, Bn, avec Bn égale EIN θ. Les sommes partielles de Bn, alors si θ est différent de 2κ, ça nous donne donc θ différent de κ pour que ce terme EIθ, qui est la raison de cette série géométrique, de cette suite géométrique, soit différent de 1. Alors on a la somme est égale à ça. Et si je fais la majoration, évidemment, le numérateur est inférieur à 1 plus 1, parce que ça c'est inférieur à la somme des valeurs absolues. La valeur absolue de IN plus 1 θ avec θ réel est égal à 1, donc inférieur à 2 sur ce nombre-là. Donc il y a un nombre fixe, grand M, même s'il dépend de θ, mais il ne dépend pas de n, qui majore toutes les sommes partielles. D'accord? Donc si je reviens à mon exercice, si AN est décroissante et tend vers 0, alors ce terme converge avec la condition θ différent de 2κ. Même méthode pour celui-ci, parce que les sommes partielles de Bn sont ici majorées, comme je viens de le démontrer, et sigma de nθ, la somme partielle, c'est la partie imaginaire de ça, est également majorée, donc celle-ci, elle est convergente. Alors, qu'est-ce qui se passe si θ égale nπ? Et évidemment, si θ est égal à pi, ici, nous avons moins 1 à la puissance n, sigma de n. Hein? Et là, alors ça, c'est les séries alternées. On aborde maintenant cette catégorie de séries très importante qui s'appelle les séries alternées. Une série alternée, c'est de la forme moins à la puissance n à n, c'est-à-dire Bn, An avec Bn moins à la puissance n. Où An est une suite à terme positif. Nous n'avons pas encore dit sous quelles conditions, mais vous le devinez, si An est décroissante et tend vers 0, on a la convergence comme conséquence du résultat précédent, le critère d'Abel, parce que les sommes partielles de moins à la puissance n, c'est quoi? Lorsque vous ajoutez 1, moins 1, etc., vous allez avoir soit 1, soit moins 1, ou alors 0. Ça dépend par lequel vous commencez. Donc, c'est majoré par 2 dans tous les cas. Hein? Et donc, la série est convergente, à condition de dire que AN est décroissante. Et d'ailleurs, voilà le résultat sur le critère des séries alternées. Si AN est une suite décroissante qui tend vers 0, alors la série alternée sigma moins à la puissance n est convergente, et le reste d'ordre n est majoré par AN plus 1, qui est un nombre positif parce qu'elle est décroissante qui tend vers 0. Alors on applique Abel, etc. pour montrer la convergence, mais pour avoir la majoration qui ne ressemble pas à celle de Abel, vous voyez ici il n'y a pas de 2, hein. Pour avoir la majoration, on peut démontrer également la convergence de la série alternée
par un truc des séries, des suites adjacentes. En posant Sn égale ici, on peut se rendre compte que nous avons ces deux suites S2n et S2n. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. S2n et S2n plus 1 sont l'une est croissante, l'autre est décroissante, et vérifie cette propriété-là, et donc elle converge vers la même limite, qui sera donc la somme S de la série alternée. Et par cette propriété-là, on associe ce qui fait que la différence entre S2n, la différence entre un terme et son suivant, c'est toujours ici égal à A2n plus 1, et ici ce sera A2n plus 2. Nous en déduisons que le reste est inférieur à 1 plus 1, quel que soit le reste d'une série alternée. Alors ça, c'est très important, très utile, comme nous allons, où est-ce que nous allons l'utiliser? Dans la convergence uniforme des séries de fonctions. Rappelez-vous, lorsque nous allons utiliser les séries de fonctions, ceci est très important, parce qu'on a des séries alternées. Alors, comme conséquence de ce critère des séries alternées, alors sigma de moins 1 à la puissance sur n est une série alternée convergente, puisque 1 sur n tend vers 0. Je vous ai déjà annoncé que cette série ne converge pas absolument sigma de 1 sur n, puisque c'est Riemann avec alpha égale 1, mais elle converge. Voilà un exemple d'une série qui est semi-convergente, c'est-à-dire elle converge, mais elle ne converge pas absolument. Également, on peut voir facilement que sigma moins 1 à la puissance n log de n sur n est convergente, parce que cette suite, elle est décroissante à partir de 1 supérieur ou égal à 3. Comment vous pouvez le déduire? En calculant la dérivée de log de x sur x, vous allez voir qu'elle est négative pour x supérieur ou égal à 3, même pour x supérieur à un nombre plus petit que 3, mais comme on considère des entiers, donc on prend une partie entière, plus quelque chose pour avoir une décroissance à partir d'un entier donné 3. Donc cette série, elle est également convergente. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors dans la prochaine séance, nous allons aborder l'associativité et la commutativité pour les séries. Le regroupement des termes, le changement d'indexation. Merci de votre attention. Au revoir.